Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de l'industrie. Dans ce nouvel épisode, Jean-Yves Grandidier, président fondateur de Valorem, nous explique combien il est important de travailler le mix énergétique pour faire face à un monde industriel en pleine transformation. Quelle est la place de l'éolien dans la transition énergétique ? Comment impliquer les citoyens dans ces démarches de développement durable ? Ou encore quel rôle joue le territoire dans la transformation de l'industrie ? Jean-Yves nous donne les clés pour appréhender la transition écologique à l'échelle du territoire. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Laurent. Alors Jean-Yves Grandidier, tu es le président fondateur de Valorem. Je suis ravi de t'accueillir ici au MIXI à Lyon, le salon européen dédié au mix énergétique bas carbone. Et je dois dire que c'est un sujet que tu connais bien même, puisque tu es un acteur important en France et en Europe des énergies vertes et notamment de l'éolien. Alors en quelques mots, pour mieux te connaître, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton activité ? Valorem, c'est un producteur d'électricité à partir d'énergies renouvelables. Ouais. C'est-à-dire qu'on a à peu près le même métier qu'EDF, sauf que à deux différences près, c'est qu'on produit avec des énergies renouvelables, éolien pour l'essentiel, mais aussi de plus en plus le solaire, et le solaire plutôt au sol, mais aussi l'hydraulique. Ici, à Lyon, vous êtes entouré de barrages. Bon, voilà. Alors, c'est des petits barrages pour le moment, nous, plutôt. Mais bon, il y a l'hydraulique aussi comme technologie, alors qu'EDF, eux, font ça plutôt avec du nucléaire, mais aussi, d'ailleurs, de l'hydraulique. Et puis, la deuxième différence avec EDF, c'est qu'on est un tout petit peu plus petit. Ok, alors, pour comprendre comment le groupe Valorem se développe, c'est quoi la chaîne de valeur, en fait ? C'est quoi ? Il y a du développement, il y a de la construction, on passe par l'exploitation, comment ça se passe ? Voilà, alors, au départ, Valorem, c'était un bureau d'études, spécialisé dans les énergies renouvelables. Et donc, assez rapidement, notre modèle d'affaires, on l'a dirigé vers le développement, c'est-à-dire les études qui permettent d'obtenir les autorisations pour construire et exploiter des installations de production d'énergie renouvelable. Voilà. Okay. Donc ça, c'était notre premier métier qu'on a fait jusqu'en 2007 et qu'on continue à faire. Et en 2007, on a développé les métiers de la construction avec une filiale qui s'appelle Valrea et de l'exploitation et la maintenance. Et aujourd'hui, Valorem, c'est un opérateur intégré verticalement sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la production d'électricité à partir d'énergie renouvelable. Ok, alors justement, en France, aujourd'hui, les éoliennes poussent à vue d'œil. Les sources d'énergie renouvelables, vent, solaire, éolien, eau, sont des solutions avancées pour remplacer les énergies fossiles et faire face au nucléaire. Selon toi, les énergies renouvelables, est-ce qu'elles vont s'imposer dans le domaine de l'industrie ? Elles vont s'imposer, pas dans le domaine de l'industrie, elles vont s'imposer tout court. Oui. Elles vont s'imposer. Il n'y a pas de secteur à part entière où elles s'imposeraient plus qu'un autre secteur. Ce que tu veux dire, c'est que globalement, c'est en marche, quoi. Le mix électrique sera 100% renouvelable. Alors, ça mettra plus ou moins longtemps suivant les réticences ou suivant la compréhension qu'en auront les Français et arriveront à se débarrasser de leur croyance vis-à-vis en particulier du nucléaire. Mais il n'y a pas de complémentarité entre les renouvelables et le nucléaire. Le nucléaire, si on parle de complémentarité, il a besoin en fait de capacité de pointe quand il n'y a pas suffisamment de puissance de production nucléaire pour répondre à la consommation à un moment donné. Il faut démarrer des productions de pointe. Alors ça peut être l'hydraulique, les barrages. Chez vous, ici à Lyon, vous avez ça, dans les Alpes en particulier. Mais ça peut être aussi des groupes au fioul ou des groupes au charbon ou au gaz. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la production de pointe. Et avec les renouvelables, elles aussi, elles vont fonctionner au fil des éléments, mais il faut voir qu'un mix 100% renouvelable, pendant 75% du temps, on va satisfaire la consommation, voire on produira plus que la consommation, 75% du temps. Mais effectivement, il y aura les moments où on produira moins que la consommation. À ce moment-là, on aura stocké l'énergie pendant les moments où on produira plus que la consommation. Éventuellement, on aura fabriqué des carburants de synthèse à partir d'hydrogène en particulier. Et au moment où il y aura les pointes de consommation d'électricité et où on ne sera pas capable de fournir avec les renouvelables parce qu'il y aura une petite baisse de solaire ou de vent, à ce moment-là, on mettra en service des centrales d'appoint qui seront d'ailleurs les mêmes solutions. Voilà. Mais nos compléments
c'est les centrales de pointe quand on parle du nucléaire, puisqu'on parle de base, etc., dans l'enseignement électrique. Et nous, on parle d'appoint. Donc ce que tu veux dire par là, c'est que le mix énergétique, encore une fois, il est essentiel en fonction des usages des uns des autres, des industries, des particuliers, de la circulation, de la mobilité. C'est ce que je comprends dans tes propos. Tout à fait. Et justement, de ce point de vue-là, c'est intéressant le terme mobilité. C'est que l'enjeu, en fait, c'est d'arriver à la neutralité carbone. Et aujourd'hui, la neutralité carbone, ça implique d'électrifier en fait nos consommations d'énergie. Pourquoi ? Parce que le point essentiel aujourd'hui sur lequel on a des difficultés et qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, c'est le transport. Et donc, l'électrification du transport, ça va passer par effectivement la voiture électrique. Et elle va impliquer une augmentation des consommations d'électricité pour cela et décarboner en fait nos consommations. Et c'est là que c'est très intéressant. Il y a vraiment un alignement de planètes entre la production d'énergie renouvelable et la voiture électrique. Oui, mais justement, alors je te coupe, parce que pour parler un peu d'économie, les prix de l'électricité ont quand même tendance à augmenter. Et ma question qui serait toute naturelle, c'est de te dire, est-ce que finalement les énergies renouvelables vont pouvoir être une solution économique face à l'augmentation de l'électricité, par exemple ? Oui. Oui, plus il y a de renouvelables, plus c'est économique finalement pour le consommateur. Plus il y a de renouvelables, plus c'est économique parce que moins on a besoin de faire tourner les centrales fossiles comme aujourd'hui qui coûtent cher à faire fonctionner. Donc plus il y a de renouvelables, eh bien plus on peut se baser sur des productions d'électricité à bas coût marginal de production et ça va réduire le prix de l'électricité sur le marché spot au fur et à mesure qu'on développe le renouvelable. Alors dans ce que tu me dis, j'entends bien que pour toi, les énergies renouvelables, c'est l'avenir. Est-ce que tu es déjà implanté dans une partie de l'Union européenne ? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas de frontières aussi sur ce genre de sujet. Et finalement, quelles sont les ambitions d'un groupe ? Quelles sont les prochaines étapes pour Valorem ? Bien, on est déjà implanté, nous, et on développe des projets en Finlande et en Grèce en particulier. Voilà, et on va ouvrir d'autres pays européens. Pour le moment, on se concentre sur l'Europe parce qu'on est quand même qu'une PME, une ETI, une grosse PME. Mais bon, on ne peut pas tout aborder comme un grand groupe. Donc, mais déjà, là, en Finlande, on vient de finir le développement d'un projet de 315 mégawatts. On en a revendu la moitié à une utility finlandaise. Okay. Et on en garde la moitié. Et là, on est dans un système marchand où on va vendre complètement l'électricité sur le marché avec une solution de financement du projet qu'on garde assez innovante. Merci Jean-Yves pour ces précisions quant à la fois ton positionnement puis finalement comment fonctionnent les énergies renouvelables par ton prisme. On voit bien que tu es une PME, une belle PME, donc qui dit PME souvent parle d'agilité. J'aimerais revenir sur un point parce que Valorem est une entreprise à mission. En tout cas, c'est les informations que je suis allé chercher sur ton site internet. Et globalement, vous donnez comme mission de travailler en étroite collaboration avec l'écosystème dans le but de faire de l'énergie renouvelable une énergie solidaire avec des financements participatifs, avec d'autant plus finalement les citoyens qui participent. J'ai le sentiment que c'est assez innovant. Pourquoi ce choix finalement ? Et comment le mettre en place ? Parce que c'est pas si simple que ça. Bien. Il faut revenir un peu à la genèse de ça. C'est quand on était en réunion publique il y a 15 ans, on va avoir des parcs à côté de chez nous. Les gens nous demandaient est-ce qu'on ne pourrait pas avoir l'électricité gratuite ? Et on leur disait non, on ne peut pas parce qu'on est obligé de la revendre. À l'époque, c'était le cas. Complètement à EDF. On avait une obligation de revente ou une obligation d'achat. Pas d'arrangement entre amis, quoi. On ne pouvait pas faire d'arrangement entre amis et il fallait tout revendre. C'est différent maintenant puisqu'on revend notre électricité au marché. Donc on peut. Mais du coup, on a dit comment on peut faire profiter les gens du fait qu'il y a le parc chez eux et qu'ils puissent en profiter. Et donc, on a eu l'idée effectivement, de se lancer dans le financement participatif et de permettre aux gens d'investir dans les parcs, de remplacer un petit peu de fonds propres pour ce qui nous concerne, et donc d'alléger la charge. On est quand même aussi une PME, donc si on peut un peu alléger la charge de fonds propres, et effectivement, de leur permettre d'investir, et avec un rendement de leur investissement bien plus intéressant que la caisse d'épargne. Ouais, bien sûr. Alors, d'autant plus que, de mon point de vue, sans les citoyens, sans les hommes et les femmes qui font une région, un territoire, en vrai, il n'y a pas de transition possible. J'imagine qu'il faut aussi embarquer le territoire, les citoyens, pour que le projet puisse se mettre en place, en œuvre, de manière cohérente et puis respectable aussi de l'environnement. C'est aussi ça un peu la démarche à la base ? C'est tout à fait la démarche. À la fois le citoyen, à la fois
les élus aussi, les politiques locaux, via éventuellement les impliquer dans une gouvernance partagée avec une SEM locale, par exemple. Hein. Et puis, c'est aussi, on est dans les territoires ruraux. Aujourd'hui, ces territoires ruraux sont souvent en voie de désertification. Les métropoles attirent toute la richesse, attirent tous les talents. Eh bien, nous, comme on est dans ces territoires-là, on peut être aussi le moyen de rééquilibrage, si on a cette gouvernance partagée, entre les métropoles et les territoires ruraux, et qu'il y ait une interdépendance, c'est-à-dire de faire aussi venir les métropoles dans nos projets, parce qu'elles ont des moyens de financement, et qu'elles viennent, qu'elles investissent à côté, et qu'elles aussi, comme ça, elles puissent s'approprier une partie de cette production pour pouvoir atteindre leurs objectifs de territoire à énergie positive, comme on peut l'avoir dans la métropole de Lyon à l'horizon 2050. Donc là, il y a une interdépendance intéressante et une solidarité qui peut se créer, et plus qu'il y ait ce grand écart entre métropole et les territoires ruraux qui les entourent. D'autant plus que j'imagine que c'est un élément de différenciation commerciale fort et que globalement ça peut aussi faire la différence dans un projet d'une société à une autre, de se dire il y a un projet aussi un peu sociétal, on peut peut-être l'évoquer comme ça. Tu le ressens ça, cette différenciation qui est un argument finalement différenciant assez intéressant? Oui, ouais. C'est vrai, aujourd'hui c'est sûr que nous c'est notre bien, ADN, hein. On est prêt à ça, on est prêt à partager, une gouvernance partagée, avec une SEM du territoire, une SEM de la métropole qui va profiter de la production d'électricité qui se fait sur son territoire voisin et qui a besoin de cette contribution pour atteindre ses objectifs. Voilà, on boucle la boucle et c'est vertueux, c'est intéressant, c'est du partage et c'est comme ça que ça améliore l'acceptabilité. Et je pense qu'on réduit cette fracture qu'il y a territoriale actuelle. 300, 400 collaborateurs, Valorem, c'est combien de collaborateurs? Pratiquement 400, à la fin de l'année ce sera 400. Okay. 400 collaborateurs bientôt. Est-ce que tu pratiques la même chose? Est-ce que finalement tes collaborateurs sont aussi actionnaires de l'entreprise? Enfin, comment tu réagis et comment tu transmets cette culture d'entreprise auprès de tes collaborateurs? Les collaborateurs, je leur ai ouvert le capital en 96, même dans la deuxième levée de fonds que j'ai fait, après avoir créé l'entreprise en 94. Donc j'ai des actionnaires collaborateurs depuis longtemps. Et là, aujourd'hui, on essaye de mettre en place des montages un petit peu intéressants et très incitatifs pour eux, pour arriver à peu près, là, dans un premier temps, 5%. Via un certain nombre de véhicules de participation dans l'entreprise Valorem, un peu moins de 5% à terme. Voilà, c'est un peu le but. Et puis, on essaiera d'aller un peu plus loin dans un deuxième temps. Mais après, il faut aussi faire la part des choses. On a des investisseurs institutionnels. Mais on essaye quand même de les forcer un petit peu, leur forcer un petit peu la main pour leur dire non. Nos collaborateurs, ils sont importants. Ils sont importants et c'est important. Voilà. Et il faut qu'ils s'y retrouvent aussi. Très bien. Et partager aussi le fruit de leur travail avec eux. Bon, merci Jean-Yves. On voit bien que la concertation, l'échange, les propos avec les collectivités, les collaborateurs sont clés finalement pour faire avancer les choses. Avant de nous quitter, j'aimerais te poser une dernière question, à savoir quel conseil tu pourrais donner à une collectivité, à un groupement peut-être d'agriculteurs, je ne sais pas comment tu t'adresses finalement à tous ces parties prenantes. Quels sont les 2-3 conseils que tu pourrais donner pour qu'un projet d'équipement puisse se faire dans les meilleures conditions? Les renouvelables, c'est aussi le moyen, et nous ce qu'on essaye de faire, c'est d'adresser aussi les autres enjeux du siècle, en particulier la perte de biodiversité. Et on essaye de le faire en particulier, je vois dans la forêt des Landes, quand on remet en place des biotopes de landes humides. C'est peut-être pas la problématique d'ici, mais voilà. Et puis, on essaye aussi, par exemple, l'autre enjeu du siècle, c'est cette désertification en milieu rural, etc. Et donc, quand on est avec des agriculteurs, on essaye de partager l'usage et de mettre en œuvre les solutions via l'agrivoltaïsme, de solutions qui permettent d'améliorer la quantité et la qualité de leur production en mettant en place ce type de projet. Donc, effectivement, le photovoltaïque en particulier, ça peut être un très bon moyen pour réparer les dégâts faits par nos pratiques du XXe siècle, par exemple les pollutions, etc. Ça peut payer la dépollution, ça peut payer le désamiantage dans les bâtiments. On met un toit solaire, nous on a des solutions qui permettent de payer ça. Donc ça c'est vachement intéressant et vachement important d'utiliser le photovoltaïque pour ça. Et puis ça peut permettre à des agriculteurs de changer leur modèle pour aller vers un modèle plus durable. Nous on travaille avec des massiculteurs, ils sont en train de transformer leur modèle, d'arrêter le maïs pour pouvoir faire du fourrage.
avec des pratiques beaucoup plus locales, avec des aliments pour le bétail qui soient fabriqués beaucoup plus localement, qui aient beaucoup moins besoin de compléments d'alimentation qui viennent de l'autre bout du monde, avec les déstructurations que ça implique des processus de production dans ces pays-là. Voilà, donc c'est ça qu'on peut faire. Ça peut, en fait, l'essence des énergies renouvelables, c'est pas seulement la production propre et renouvelable d'énergie, mais c'est transformer les modèles, quoi. C'est tous la transformation du modèle. Ouais. Merci Jean-Yves, merci d'avoir participé à cet épisode d'Innovation et Territoire depuis le Mixi à Lyon, un format proposé par Schneider Electric. Eh bien, merci Laurent, et certainement à bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.